Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes quelques-uns à nous rejoindre au fil de l'eau. Bienvenue sur ce webinaire La formation peut-elle sauver la planète? Nous allons animer avec Damien Amichaud ce webinaire ensemble, co-animé. Je suis Laurent Bonpas, chef de projet au sein de l'OPCO Atlas. On va vous proposer au cours du webinaire d'interagir avec nous. Alors, on met à votre disposition à travers l'outil deux éléments. Un premier élément qui correspond à un chat. Vous allez voir tout en haut à droite un petit icône chaté avec deux bulles de dialogue. Cette partie-là vous permettra de nous laisser vos impressions. On a un autre module avec un point d'interrogation. Celui-ci, je vous invite à l'utiliser plutôt pour nous poser vos questions. Vous avez un élément sur lequel on est intervenu et qui vous interroge. Vous avez besoin d'en savoir plus pour comprendre. Eh bien, laissez vos questions ici, pas dans le chat, parce qu'on aura du mal à retoper votre question pour les différents temps de questions-réponses. Dernier élément, vous avez un petit document avec un trombone qui va vous permettre de télécharger le support. Pensez bien à télécharger le support. Il ne vous sera pas transmis par mail a posteriori. Donc c'est important. Je vais commencer moi par vous inviter à travers le petit bouton de chat à nous faire juste un coucou pour nous signaler que vous nous entendez bien, que vous êtes bien présent. Voilà, donc là, si vous pouvez le faire, ce sera chouette. Et moi, ça me permettra du coup d'afficher le support en ayant la certitude que vous êtes bien présent. Donc en haut, avec l'icône chatter les bulles. Bon, je vois que les premières personnes nous ont salués, donc ça signifie probablement que vous nous entendez bien. Voilà, on est ensemble pendant 1 heure pour traiter de notre question du jour. La formation peut-elle sauver la planète? On va, au cours de cette heure, avoir le plaisir, c'est Damien qui s'en chargera, de restituer une étude conduite par le Shift Project sur le sujet. Et pour ma part, moi, j'interviendrai sur des dispositifs qui vont vous permettre d'agir sur les compétences de vos collaborateurs, des dispositifs de financement qui vont vous permettre de déployer des formations ou bien des prestations de conseil en RSE pour accompagner justement le déploiement de ces nouvelles compétences liées à la transition écologique. Je vais pouvoir tout de suite laisser la parole à Damien Amichaud pour qu'il se présente. Et puis, je vais afficher mon support. Bonjour à tous. Alors, Merci Laurent. Je suis enchanté de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Damien Michaud, je suis ingénieur de formation. Et depuis 5 ou 6 ans, je suis expert dans les questions de formation autour de la transition écologique. Et je travaille pour le think tank The Shift Project, dirigé par Jean-Marc Jancovici, et qui traite des enjeux énergie-climat de la transition, plus en particulier. alors Atlas en quelques mots. Atlas est ce qu'on appelle un opérateur de compétences. Donc c'est une association qui a reçu un agrément qui lui permet de recevoir de l'argent issu des cotisations patronales pour la formation. Nous sommes paritaires, donc dirigés par les partenaires sociaux, syndicats de salariés, fédération patronale. Nous intervenons pour le compte de 13 branches qui regroupent des entreprises de services à forte valeur ajoutée, du conseil, des services financiers. On compte parmi nos adhérents 200 000 entreprises et environ 2 millions de salariés. Donc voilà pour notre champ d'intervention chez Atlas. L'État nous a confié plusieurs missions, parmi lesquelles vous rendre visite pour vous conseiller sur les sujets formation, emploi, compétences, mais aussi une nouvelle mission qui nous est attribuée depuis 2021 à travers la loi climat et résilience, à savoir le fait de vous accompagner dans l'analyse de vos besoins en formation induits par la transition écologique et vous aider dans la recherche d'une solution formation, en tout cas l'analyse de ces besoins et
l'analyse des offres de formation qui pourraient vous être fournies par les différents prestataires de formation. Hein, donc ça, c'est depuis 2021. Et c'est dans ce cadre-là que le webinaire du jour vous a été concocté en réponse à cette mission, hein, sur laquelle nous intervenons depuis 4 ans. Nous sommes présents un peu partout sur le territoire, voilà, avec pas quasiment 360 collaborateurs, et la plupart dédiés à vous rendre service, vous rendre réponse dans l'utilisation de la formation au quotidien. Voilà, je vais laisser la parole à Damien pour qu'il puisse commencer à vous présenter son étude sur le sujet formation et compétences. Super, Damien, merci. la Je vais parole est à toi. présenter mon écran du coup, Laurent. Tu me dis si ça fonctionne. Oui, oui. Super. Alors, je vais du coup. euh, Je pense alors, que je peux démarrer. oui, tu peux démarrer. Oui. Ok, super. Donc voilà, je vais vous présenter ce rapport mené par le Shift Project, former les actifs pour la transition écologique. Donc un petit rappel, le Shift Project, alors déjà j'aimerais savoir si parmi vous certains connaissent déjà Shift Project, c'est toujours intéressant de savoir quelle est la proportion des personnes qui connaissent, et on va juste vous lancer un micro-sondage via l'outil pour savoir qui connaît. Je te laisse Laurent. Oui. Et en attendant, je vous décris l'association, c'est une association d'intérêt général qui œuvre pour la décarbonation de notre économie sous un angle scientifique et l'angle principalement de l'énergie et du climat. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, Alors, je passe à la suite. Donc pourquoi énergie et ouais. climat? Parce que le climat, évidemment, on a le changement climatique qu'il faut réduire, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également s'attacher à adapter nos territoires et nos entreprises, nos modes de vie au changement climatique et de plus en plus qu'on ressent de plus en plus. Mais d'un autre côté, on a aussi un problème d'approvisionnement énergétique, puisque les énergies fossiles sont la majeure partie des approvisionnements énergétiques de notre pays, notamment sous la forme de carburant. Et il s'agit donc d'en être le moins dépendant possible, puisque la quantité de cette énergie est finie et il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc il faut être de moins en moins dépendant à cette énergie si on veut pouvoir mener la vie telle qu'on le souhaite en Europe et en France. Alors, les résultats du sondage, hein, sont stabilisés. 53% des répondants connaissent ce chiffre Project, 47% ne le connaissent pas. Donc c'est Ok, assez une équilibré. moitié, très bien. Merci Laurent. Mm. Moi je vois pas, donc je suis très content que tu m'aies donné les réponses. Ensuite, bon, voilà, qu'est-ce qu'on est au Shift Project? Donc, c'est un think tank qui est dirigé par Jean-Marc Jancovici, qui est le président. Il y a une équipe salariée, des chefs de projet en fonction des sujets, et une association jumelle, ou plutôt sœur, qui est les Shifters. Donc là, il y a 30 000 bénévoles, et si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez vous informer sur les enjeux de transition ou contribuer concrètement à des travaux du Shift en tant que bénévole, c'est possible également. Les travaux qu'on mène sont souvent sectoriels. Donc, on va par exemple mener beaucoup d'études dans le numérique ou dans l'industrie ou récemment dans l'agriculture. Mais on a également des sujets transversaux qui sont également fondamentaux pour la transition, notamment des sujets d'emploi et de formation pour lesquels on a déjà produit un certain nombre de rapports, plutôt dans l'enseignement supérieur et sur l'emploi lui-même, donc plus récemment sur la formation continue. Et donc, on cherche à décrire chaque secteur du point de vue énergétique et matériel quand c'est des secteurs bien identifiés. Et donc, quel est l'impact de cette transition sur ce secteur? Voilà, ça fonctionne, voilà. Donc, l'équipe qui a travaillé sur le rapport que je vous présente, la voici. Donc, je ne vais pas vous les décrire parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Et sans plus tarder, je voudrais replanter le contexte. C'est que, en termes de transition écologique, si on parle de formation continue, eh bien, aujourd'hui, il se trouve qu'on n'a pas de chiffres précis sur les émissions de gaz à effet de serre de la formation continue en France. On a des idées, des ordres de grandeur, mais qui sont assez discutables. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en France, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est celui des transports, c'est quand même 34%, donc c'est énorme. Donc si on veut décarboner ce secteur-là, il nous faudra évidemment du matériel, des compétences, de la technique, mais aussi, pardon, je voulais dire des compétences. Si on veut par exemple déployer des véhicules électriques massivement et correctement, eh ben, c'est bien que les fabricants sachent le faire, donc ils ont déjà besoin de compétences eux-mêmes, mais sur tout le territoire, on a aussi besoin que tous les garagistes sachent
en maintenir et réparer des véhicules électriques. Donc on a besoin qu'ils aient des compétences pour que ça se fasse en toute sécurité. Donc finalement, dans tous les secteurs, ça va être la même problématique. Donc on a vraiment cette clé de voûte de la transition qui sont les compétences de la transition. Et moi j'ai utilisé cette expression, en fait on a besoin d'une transition écologique des compétences. Vous pouvez retenir ça quelque part. Et pour développer toutes ces compétences, c'est tellement énorme qu'il faut y aller comme l'ascension d'une montagne, hein. C'est-à-dire qu'on a un objectif, il faut y aller progressivement, pas trop lentement. Bon, évidemment, trop rapidement, je pense que ce ne sera pas le cas, mais surtout, il faut une régularité et un cap. Et concrètement, l'objectif de ce rapport, c'était de mobiliser l'écosystème de la formation continue en tant qu'un écosystème d'acteurs, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'aux organismes de formation. Vous allez voir la diversité des acteurs qu'on a interrogés. Et les trois points de notre rapport sont de, premièrement, traduire ce que signifient les enjeux de la transition écologique pour la formation continue. C'est pas forcément si simple. Ensuite, analyser à quel point la transition écologique est déjà en œuvre dans cette formation continue. Et ensuite, de manière assez classique, proposer des leviers pour accélérer et faire bifurquer cette formation continue en intégrant les enjeux de transition. Donc voilà l'ensemble des parties prenantes qu'on a consultées. Donc sans aller dans le détail, vous voyez qu'on est très loin d'avoir uniquement contacté que les organismes de formation, mais on a contacté aussi les branches professionnelles, les entreprises, évidemment les OPCO, différents acteurs publics, notamment les régions, les acteurs de l'orientation, France Travail, et évidemment les bénéficiaires. Mais on va dire qu'on l'a fait que, on l'a pas fait individuellement. Ils n'ont pas de levier d'action très fort. La manière dont on a travaillé est principalement qualitative, puisqu'il est très difficile d'avoir des chiffres autour de cette question de à quel point les enjeux de transition sont déployés dans la formation continue. Il y a telle hétérogénéité, diversité d'acteurs, de pratiques, de récipiendaires de formation, de stagiaires de formation, que c'est difficile. Et on n'a pas encore un tagage uniforme des formations, et toutes les formations ne remontent pas de toute façon dans des bases de données. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé de manière qualitative avec principalement de la littérature, mais surtout des entretiens semi-directifs avec les personnes du secteur, donc qui sont issues de la cartographie des parties prenantes que je viens de vous montrer. On a eu des focus group sur différentes thématiques, par exemple des focus group de plusieurs responsables de formation, de responsables de ressources humaines, et on a eu des ateliers collaboratifs autour de questions avec des questions thématiques, mais avec des participants hétérogènes. Enfin, on a quand même pu avoir des chiffres grâce à une consultation menée en partenariat avec BVA People Consulting. Et là, on a eu 228 acheteurs de formation, donc des organisations qui ont répondu finalement, qui sont principalement des dirigeants, des responsables de formation, des RH, à la fois du public et des associations, en plus des entreprises. Et donc là, je vous montrerai certains chiffres et la plupart du temps, ils sont issus de cette consultation. Damien, Laurent, excusez-moi. Oui. Apparemment, la question concernant le sondage apparaît toujours. Les participants ne Ah. voient pas complètement le support. Désolé de vous avoir interrompu. Non, non, vous avez bien raison. Laurent, je te laisse gérer, je ne sais pas comment ça fonctionne. On t'entend pas, Laurent, si tu nous parles. J'ai Tant mieux. j'ai réaffiché le sondage, j'ai recliqué sur le bouton fermer le sondage, donc normalement ça permet de retrouver le support. Vous nous confirmez que ça fonctionne de l'autre côté? J'attends. Oui, c'est bon, apparemment. Ok, super. Super. Merci. Donc je continue. Donc dans les grands enjeux, nous on part d'une certitude qui est que c'est un petit peu ce que je viens de vous dire quelque part, c'est que sans la formation, en fait, on n'a pas de transition écologique. Et ça, c'est pas forcément compris par tous nos décideurs ou tous les citoyens. C'est pas forcément le sujet numéro un qui vient en tête quand on parle de transition écologique. Et pourtant, c'est totalement indispensable. On part donc de ce postulat. Nous proposons une typologie des compétences qu'il est nécessaire de développer pour la transition pour les 30 millions d'actifs. Donc c'est sous la forme d'une pyramide. Pourquoi? Évidemment parce qu'on a une base qui va soutenir le reste. De quoi a-t-on besoin? Nous avons besoin de sensibilisation, mais de dépasser même la sensibilisation. Nous, on l'a plutôt appelé acculturation aux enjeux de la transition. Donc c'est à la fois évidemment comprendre quels sont les enjeux du climat, les enjeux autour des matériaux et de l'économie, mais le comprendre aussi, donc ça c'est pour la société, mais le comprendre aussi
pour son secteur et à la limite même plus particulièrement pour son métier. Essayer de comprendre à quel point on va être impacté par ces évolutions-là de la disponibilité en énergie, du changement climatique sur nos territoires, des nouvelles compétences à développer. Donc si je reprends l'exemple du véhicule électrique, bah, si on est dans un garage, si on est peut-être vendeur de véhicules électriques, comprendre bah, que finalement vendre un véhicule électrique, c'est pas la même chose que vendre un véhicule thermique. Les clients ne répondent pas aux mêmes enjeux, aux mêmes besoins, on a un profil différent. Et il va falloir les rassurer, leur expliquer des choses qui sont nouvelles. Une fois qu'on a cette acculturation, on va avoir certainement besoin de compétences métiers ou transverses, ou les deux. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc dans les compétences transverses, on a souvent des compétences qui vont être autour de l'accompagnement du changement, mais pas que. Donc là, je vous donne l'exemple d'un gestionnaire d'une chaîne logistique. Si demain, on veut faire plus d'économie circulaire, partager plus les ressources que l'on a, comme des entrepôts, des matériaux de construction, des ressources humaines, par exemple, bah là, il faut être capable de co-construire ces solutions-là avec peut-être des concurrents ou des entreprises sur son territoire qu'on ne connaissait pas, qui sont juste à côté de nous. Donc faire de l'écologie industrielle territoriale, ça s'appelle. Donc pour ça, bah, c'est forcément des nouvelles compétences, être plus dans une posture de coopétition que de compétition, plus proche de la coopération finalement. Dans les compétences métiers, évidemment, beaucoup de métiers vont voir le cœur de leur métier évoluer en partie, donc tout ou partie. Quelques exemples, si on est dans le numérique, pour développer une solution, bah, demain, développer une solution numérique sans prendre en compte les enjeux d'éco-conception, mais dans le numérique, ça va vraiment être indispensable de savoir le faire. Du côté de la comptabilité, être capable de déployer la triple comptabilité, c'est-à-dire une comptabilité financière, mais également écologique et sociale, comme les régulations le demandent pour les plus grosses entreprises déjà aujourd'hui. Et on a fait un petit sondage auprès de nos organisations. Combien d'entre elles ont réussi à identifier des compétences sur les 3 niveaux de ces compétences? Bah, c'est seulement 28%, donc un gros quart, et vous avez les chiffres pour chaque niveau de la pyramide. Et on souhaiterait savoir, de votre côté, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais est-ce que vous avez identifié dans votre organisation des compétences justement sur chacun de ces niveaux-là? Et Laurent, je te laisse lancer le sondage. Alors, le premier le sondage, avez-vous identifié les besoins en acculturation pour votre organisation et lancé. Vous pouvez y accéder. Donc, il vous suffit de cliquer. Tu me diras quand les résultats se stabilisent un peu parce que je les vois pas. Je sais pas où les voir. Mais... On est presque à une trentaine de répondants. Ça commence à se stabiliser un petit peu. Là, pour l'instant, on est à presque 50-50 aussi, 49-51. D'accord. Donc exactement comme les chiffres qu'on avait. Très intéressant. Tu peux peut-être lancer la seconde question, la deuxième. Ouais. Je vais essayer de le clôturer plus proprement pour éviter voilà, les soucis qu'on a connus tout à l'heure. Hop. Alors, deuxième sondage que nous vous proposons sur cette même thématique. Avez-vous identifié les besoins en compétences transverses pour votre organisation? Vous allez pouvoir commencer à voter. Petit point aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le module questions. On prendra 5 petites minutes après l'intervention de Damien pour répondre à quelques-unes d'entre elles. Donc là, surtout, n'hésitez pas à interagir avec Damien par ce canal-là. Alors, on est sur cette question-là, sur des résultats plus tranchés. 34% ont répondu oui. Donc, 34% des participants ont identifié les compétences transverses nécessaires pour accompagner la transition écologique. C'est plus difficile en général à 65% identifier ce qu'il y a ne l'ont derrière pas ces fait. compétences-là également. Ouais. Ouais. Donc, alors, terminer, partager, fermer le sondage.
Et je lance le dernier. Hop. Voilà. Dernier sondage, avez-vous identifié les compétences métiers nécessaires à accompagner votre transition écologique? Il va apparaître incessamment sous peu sur votre écran. Alors, on est sur des résultats, donc 44% oui, 56% non. Donc les Ok, bah, très proche tu vois, on participants. était à 42%, c'est extrêmement proche. Donc il y a juste les compétences transverses sur lesquelles le résultat est un petit peu différent. Bah, merci en tout cas. Vous avez aussi peut-être les spécificités de votre secteur ou de vos tailles d'organisation par rapport à l'ensemble des répondants du sondage. En tout cas, merci. Voilà, ça permet aussi de montrer que c'est pas forcément si simple d'identifier toutes ces compétences-là. Il y a aussi un enjeu de volume d'emploi auquel qu'il faut accompagner dans leur transition. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des secteurs comme les énergies renouvelables ou les transports en commun ou le bâtiment, ou comme je le disais, l'électrification des transports, qui vont avoir besoin de plus en plus de compétences pour répondre à des besoins de recrutement. Mais d'un autre côté, on va avoir des secteurs qui forcément vont être impactés négativement et qui vont devoir donc penser des reconversions, penser des parcours professionnels, voilà, qui vont plus être dans une seule lignée et qui vont changer. Donc typiquement, si on est dans les énergies fossiles, bah, les énergies fossiles réduisant par nature, il va falloir penser à des reconversions. Ou si on est dans les moteurs thermiques des automobiles, comment se reconvertir dans l'électrique ou dans notre industrie proche de la sienne. Et donc là, on a vraiment ces deux enjeux d'accompagnement des volumes d'emploi dans les deux sens. Donc on a, ce que j'ai pas précisé, c'est que les chiffres du secrétariat général de la planification écologique, c'est 880 000 actifs à former d'ici 2030. Donc c'est demain, 2030, quand on pense le temps de la formation, le temps de mettre en place les dispositifs dans les secteurs clés uniquement en plus. Et ça, c'est en plus des jeunes qui arrivent sur le marché du travail en formation initiale. On parlait vraiment que des actifs. Et dans les questionnaires qu'on a pu lancer, on voit que 31 personnes, 31 organisations, oh, je vais arriver, 31% des organisations ont identifié que la transition en fait pouvait créer des emplois, 13% qu'elle pouvait diminuer ou faire disparaître certains emplois. Et quand on regardait spécifiquement dans les PME, ce qui peut vous intéresser, c'est il y a 4% seulement des PME qui identifiaient des suppressions d'emplois potentiels. Donc, bah, évidemment, ça va dépendre des PME, dépendre des secteurs, mais le chiffre paraît quand même très très faible. On se dit qu'il y a peut-être un manque de connaissances ou de réaliser en fait que la transition va nous impacter sur les emplois. Un petit Alors la instant, s'il vous formation, plaît. Excusez-moi de vous interrompre. Il semblerait qu'à nouveau, on n'ait plus accès à la présentation, au support de présentation. Est-ce que, Laurent, tu peux vérifier si tu as bien coupé le dernier sondage? Voilà, je viens de le refermer, enfin afficher ponctuellement et refermer, en espérant que ça d'accord. fonctionne cette fois-ci. Moi je remets la slide. Oui, c'est bon, a priori. Merci. Ok, super. Donc ça, c'est la slide que je viens de vous présenter à l'oral. Sauf que j'ai pas écrit les 4% sur les PME, donc 4% seulement des PME qui identifient un risque pour leurs emplois. La formation peut servir aussi à d'autres choses, notamment à permettre une transformation plus large grâce au fait de former des citoyens qui soient plus éclairés sur la situation de notre société, sur les besoins de transformation de notre économie. Ça nous permet de nous dire qu'on peut finalement transformer culturellement
les organisations, du coup, pour transformer notre économie in fine, si on parle de la formation continue. Donc je pense qu'il faut pas négliger cette dimension-là, qui va aussi un peu se rapprocher des compétences transverses dont on parlait tout à l'heure. Mais ça va un petit peu plus loin, parce que là, on est vraiment sur même l'acculturation, sans compétences bien identifiées, peut permettre de renforcer cette compréhension du besoin de se transformer. Donc c'est un rôle émancipateur. Alors, si on fait l'état des lieux, bah, à quel point la formation continue se prépare à la transition, bah, vous le voyez dans le titre, hein, c'est encore peu. Vous allez voir pourquoi. On est parti d'un cycle classique de la formation, c'est-à-dire on commence par identifier les besoins en compétences. Ensuite, on a une demande de formation qui va arriver. On va adapter l'offre. Ensuite, la mise en œuvre des formations va se produire. Et derrière, ça permettra une mise en pratique de ces compétences dans un cadre professionnel et éventuellement de la décarbonation des activités ou de la protection de l'environnement selon les situations. Donc, si on regarde étape par étape, l'étape d'identification des besoins en compétences. Alors, la super bonne nouvelle, c'est qu'en fait, dans quasiment tous les secteurs, on a des études prospectives qui existent et qui vont finalement essayer de projeter le secteur à un horizon 2030, 2040, 2050 en fonction des enjeux de transition. La plupart du temps, il y a un impact sur l'emploi qui est également mentionné dans ces études. Bon, pas toujours, mais la plupart du temps, ça existe quand même. Ça s'appuie beaucoup sur des stratégies qui sont nationales, ça veut dire qu'on a quand même une certaine cohérence, qui est donc la stratégie nationale bas carbone du gouvernement. Le seul problème, c'est qu'en fait, ces études, elles sont la plupart du temps peu connues des acteurs de terrain. On a constaté en posant la question dans nos entretiens, souvent les acteurs ne connaissent pas l'existence de ces études, et donc encore moins leur contenu, bien sûr. Et c'est peut-être là qu'on va vous faire notre avant-dernière question Laurent, c'est on voudrait savoir si vous avez connaissance, en fait, d'études prospectives sur les besoins en compétences et l'évolution des métiers. Et je pense que ce Le sera utile lancage, pour Atlas également. le sondage est lancé, vous allez pouvoir y répondre. Ça devrait s'afficher très vite sur vos écrans. On est sur, là, ça bouge encore un petit peu, mais on est sur presque 30% de répondants qui affirment connaître une étude prospective et puis 70% qui n'en connaissent pas. Ok, très bien. Pour info, hein, vous Merci pour pouvez cette en réponse. télécharger une sur notre site internet Atlas. On a conduit une étude prospective sur l'impact de la transition écologique sur vos métiers. N'hésitez pas à la consulter sur notre site. Voilà, en tout cas, ça confirme que c'est pas toujours connu. On n'imagine pas forcément que ce genre d'études existe. Ensuite, dans les points cruciaux, c'est que le dialogue social aujourd'hui est peu investi. Les instances représentatives du personnel n'ont pas forcément conscience du rôle qu'elles peuvent jouer en matière de transition sur les demandes en compétences et elles-mêmes sont souvent peu formées à ces enjeux-là. Elles sont souvent sur leur rôle historique qui est plus sur la dimension sociale et qui est souvent peu désinvesti au profit d'autres combats. Et on a aussi identifié qu'il y avait 30% des organisations qui avaient une démarche de GPEC, donc de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui intègrent des besoins en compétences liés à la transition. Donc c'est pas non plus énormément, sachant qu'il y avait en gros la moitié des répondants qui étaient dans l'obligation d'avoir une GPEC de par la taille de leur entreprise. Donc 30%, ça paraît pas encore énorme par rapport aux besoins qu'il y a et à l'urgence. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Si on passe à l'étape d'après, la demande de formation continue. Donc d'un côté, on va avoir 72% des organisations qui pensent que cette transition va avoir un impact important sur les ressources humaines. Mais d'un autre côté, il y en a que 37% d'entre elles qui avaient mis en place des formations métiers en lien avec la transition écologique au cours des 2 dernières années. Et si on regarde du côté des actifs, alors là, si on regarde les dossiers CPF, il y a 1% seulement des dossiers CPF qui sont en lien avec la transition. Le reste étant principalement des cours d'anglais ou des permis de conduire. Donc on comprend, il y a d'autres besoins, bien sûr. Mais ça montre qu'il y a un décalage vraiment important
entre la conscience des enjeux et le passage à l'action. Et c'est pour ça qu'en fait, certaines parties prenantes ont vraiment un rôle crucial à jouer, notamment quand il s'agit d'accompagner, de prescrire, de financer et d'inciter. Et donc, les OPCO, les régions, le gouvernement ou les formateurs de formateurs vont avoir un rôle vraiment très important pour qu'on arrive à réduire ce décalage entre, on comprend que la société change et qu'il y a des besoins en compétences, mais derrière, il faut que ça suive du côté de la formation et de la demande. Du côté de l'adaptation de l'offre, à quel point les offres évoluent, finalement, ça dépend vraiment des typologies d'organismes de formation. Si on regarde du côté du public, on a quand même beaucoup d'initiatives qui existent, qui sont assez ambitieuses, hein, former les cadres de l'État, incubateurs métiers, de l'AFPA, ce genre de choses. On a des écoles dédiées également, donc ça avance plutôt pas mal. Du côté des généralistes privés, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on a très peu de demandes. Et on va avoir, du coup, s'il y a peu de demandes, forcément, l'adaptation d'une offre pour un privé, c'est pas évident de le faire et de dépenser trop de temps et de moyens pour le faire. Donc, il y a même des formations qui ont évolué, qui sont très ambitieuses, mais qui trouvent pas beaucoup de stagiaires. Et du côté de certains acteurs spécialistes émergents, donc qui vont être spécialisés sur la transition elle-même, pour certaines d'entre elles, il y a un vrai succès. Donc celle-là marche très fort pour certaines d'entre elles, mais c'est des niches. Et donc c'est déjà bien, mais c'est des niches. Donc on peut citer par exemple la Convention des entreprises pour le climat qui va former en partie des décideurs, des dirigeants de PME et de grandes entreprises. On peut penser à Terra Academia qui cherche à former dans le métier du bâtiment. Et c'est vrai, quand on est un petit organisme de formation, si on est, certains sont seuls ou certains sont vraiment une petite dizaine, pour eux, ils sont démunis. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est difficile de savoir où démarrer dans ce contexte-là. La transition, c'est compliqué. Ça paraît être une multitude de sujets qui foisonnent, donc c'est pas évident de savoir comment se positionner non plus. Du côté de la mise en œuvre des formations, alors, on voit qu'on va beaucoup sensibiliser sur quelques heures, notamment faire des fresques du climat, par exemple. Quand il s'agit de se former à des compétences sur quelques jours, là, il y a déjà un petit peu moins de monde. Mais alors, quand on regarde vraiment sur des formations longues qui sont professionnalisantes ou certifiantes, là, on n'est que sur 6% des actions des 2 dernières années qui sont de ce type-là. Mais en fait, ça dépend vraiment des publics cibles. Ce qu'on constate, c'est que dans les entreprises et plus particulièrement dans les grandes entreprises, on a énormément de sensibilisation courte, voire même elles sont parfois répétées de nombreuses fois, enfin sous format différent bien sûr, mais c'est souvent encore que de la sensibilisation. Et pour les formations longues, c'est vraiment très très centré sur les demandeurs d'emploi. Donc tant mieux pour eux, mais c'est vrai que c'est dommage pour ceux qui sont déjà en entreprise. Et quand on regarde également les profils qui sont formés, on voit qu'il y a un grand déséquilibre, c'est-à-dire que plus on est en responsabilité, plus on est déjà formé et plus on va être formé. Donc les cadres et les directions sont très formés, ainsi que les techniciens quand même. Mais par contre, quand on est ouvrier, seulement 23% d'entre eux contre 89% des cadres. C'est que si on regarde les besoins en compétences en transition écologique, les métiers qui vont avoir le plus besoin de se transformer, c'est les métiers les moins qualifiés. Si je vous donne un exemple, dans le bâtiment, pour faire de la rénovation énergétique, on a besoin d'énormément d'ouvriers, et bien plus que de cadres. Même s'il faut former les cadres, bien sûr. Mais on a besoin d'énormément d'ouvriers qui soient compétents sur des nouveaux gestes. Donc là, on voit aussi qu'il y a un décalage en termes de profil. Ensuite, pour la mise en pratique parce que c'est pas parce qu'on met en œuvre une formation que derrière on va avoir une mise en pratique de ces compétences dans le cadre professionnel. Encore faut-il être employé dans ce secteur-là et avoir les moyens donnés par son employeur de le faire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un problème qui est souvent de l'ordre de l'attractivité de l'emploi. Donc typiquement, si vous avez été formé par France Travail à faire de l'agriculture, je trouve plus mes mots, de l'agriculture, de la permaculture par exemple, c'est pas pour ça que vous avez envie de passer 10 heures sous le soleil écrasant toute la journée, quoi. Donc ça dépend aussi des conditions de travail. Et il y a peu d'indicateurs, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a peu d'indicateurs qui nous permettent d'apprécier les effets de ces transformations-là. Donc nous, dans le sondage, on en a quand même quelques-uns. C'est les répondants, donc qui sont responsables d'acheter les formations dans les organisations, nous disent que les formations qu'ils ont menées ou les sensibilisations ont largement permis de renforcer l'implication des salariés, l'évolution des pratiques professionnelles dans les métiers et de réduire l'impact environnemental de leur entreprise.
Nous, on est vraiment très surpris de ces résultats, en fait. On trouve que c'est vraiment très important et en fait, on se demande s'il n'y a pas un biais sur la réponse à cette question, un biais de connaissance des répondants. Parce que si vous voulez, on a aussi demandé une question dans le sondage, c'était de savoir qui connaissait le Shift Project de manière assez approfondie. Et quand on regarde les réponses uniquement de ces personnes-là, on voit qu'ils sont beaucoup plus pessimistes que la plupart des répondants. Donc on suppose que si les personnes ne sont pas particulièrement compétentes ou en connaissance des enjeux de transition dans le détail, bah, peut-être qu'ils vont avoir tendance à croire que on est sur le bon chemin et que ça va assez vite. Et que quand on demande à des gens qui sont déjà un peu plus engagés sur ces questions-là, ils disent plutôt l'inverse. Donc voilà, on a un petit doute sur les réponses à ces questions, mais c'est vrai qu'on a peu d'indicateurs de toute façon. Alors là, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des slides compliqués. L'idée, c'est pas de les regarder en détail du tout. C'est plutôt de vous dire qu'on a essayé d'analyser les facteurs qui allaient influencer ce cycle. Pourquoi faire? Donc c'est très compliqué, c'est une analyse systémique. L'idée, c'était d'identifier à la fin quels sont les points névralgiques, les quelques points qui pourraient permettre de faire basculer le système du bon côté. Essayer d'identifier les facteurs les plus influençants. Et quand on regarde du côté de l'identification des besoins en compétences et la demande de formation continue, on a deux points principaux dans le système. C'est que premièrement, et vous devez le savoir, on a une instabilité chronique du cadre et des financements. Donc c'est à la fois du côté de la formation elle-même, avec beaucoup d'évolutions de la réglementation et des attributions aussi financières, mais également du côté des réglementations environnementales. Si on regarde du côté de l'Europe, là on est en train de détricoter ce qui a mis longtemps à être tricoté justement. Donc ça c'est vraiment très perturbant pour les entreprises et les organismes de formation. Et en plus, on a un manque d'anticipation, c'est-à-dire que en tant qu'organisme de formation, il y en a peu qui vont anticiper, vu qu'on est sur un marché plutôt de la demande et non sur un marché de l'offre. La plupart du temps, il y a peu d'anticipation et on y arrive souvent un petit peu à la dernière minute sur l'adaptation de l'offre. Du côté de l'adaptation de l'offre justement et de la mise en œuvre, on va être limité dans la capacité de déploiement, notamment à cause de la difficulté d'avoir suffisamment de formateurs qui soient déjà formés et disponibles. Et du côté de la mise en pratique, comme je le disais juste avant, c'est pas parce qu'on est compétent qu'on va vouloir travailler dans tel ou tel secteur. Il va y avoir un manque d'attractivité de certains métiers et la formation elle-même ne peut pas répondre à des questions qui vont être de l'ordre du salariat, enfin du salaire, pardon, du salaire ou des conditions de travail. Mais le plus gros des problèmes, c'est celui-ci, c'est l'absence de demande. On est sur un marché de la demande, je l'ai dit, et aujourd'hui, la demande, elle est très peu tirée par ceux qui sont justement les acheteurs de formation. C'est pour ça qu'on les a consultés eux, pour comprendre en fait quelle était leur vision des choses. Et donc, pour essayer de répondre à ces 5 points névralgiques, on a proposé un certain nombre de leviers que je vous présenterai tout à l'heure, de manière très résumée, pour pas vous assommer. On va quand même regarder ce qui est possible de faire à travers 3 initiatives inspirantes qu'on a pu analyser. Donc, d'un côté, on a analysé la filière automobile qui se transforme pour s'électrifier. La région Hauts-de-France, qui a aussi une stratégie de décarbonation assez avancée, et le Centre national de la fonction publique territoriale. Et les grandes conclusions qu'on en tire, dans notre retour d'expérience de ce qui marche dans toutes ces initiatives-là qui marchent bien, c'est que premièrement, c'est vraiment important de faire des formations qui dépassent la sensibilisation et qui visent à développer des vraies compétences concrètes et utiles dans le quotidien pour faire évoluer les gestes et les pratiques. Ça, c'est très important, c'est vraiment le facteur numéro 1. Et on peut très souvent s'appuyer sur l'existant, c'est ce qui a été fait notamment au CNFPT ou dans la région Hauts-de-France, voire même dans la filière automobile. Parfois, on va reconvertir des salariés qui sont déjà très compétents en électromécanique, mais il faut leur rajouter peut-être une compétence plus spécifique sur la chimie des batteries, si je caricature un petit peu. Et là, on peut s'appuyer sur cette idée de pyramide des compétences pour se dire, bah, l'acculturation, c'est bien et c'est indispensable, mais il faut savoir la dépasser pour aller sur les compétences métiers et transverses. Et donc, on va avoir notamment des parcours certifiants, qualifiants dans les Hauts-de-France qui existent. Ensuite, dans la méthode, dans la manière de mettre en place toutes ces formations-là, bah, c'est bête de le dire, mais il faut une stratégie de transition qui soit claire. Et ça, c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Et le fait que dans la filière automobile, on ait un contrat stratégique de filière qui existe et qui guide la transition de la filière automobile vers l'électrification, plutôt que vers l'hydrogène par exemple, ou plutôt que vers des compresseurs pneumatiques, j'en sais rien, eh ben, c'est déjà très important parce que tout le monde va se mettre dans la même direction.
Du côté de la région de France, c'est pareil, on a une planification de décarbonation qui s'appelle REV3, et il y a une feuille de route sur les métiers et les emplois d'avenir. Ensuite, bah, associé à ça, évidemment, si on a des financements, ça va toujours un peu mieux. Et si on a voilà, du fléchage qui vient au niveau national ou au niveau des branches, évidemment que ça va aider, c'est évident. La législation, j'en ai parlé aussi un petit peu avant avec le cadre qui est instable. Donc la législation, il faut qu'elle permette aussi d'avancer. Et l'interdiction des moteurs thermiques dans l'automobile, bon, c'est vu comme une contrainte, mais d'un autre côté, c'est aussi vu comme ce qui nous permet d'aller tous dans la même direction en même temps. Donc c'est-à-dire qu'on sait tous qu'à 2035, on ne doit plus vendre de moteurs thermiques. Donc on se met en branle pour y arriver. Et ça va un petit peu avec cette approche par filière, c'est-à-dire que plus on est structuré, plus on est sur des entreprises qui sont structurées autour d'un objectif commun, plus ça fonctionne. Donc typiquement dans le nucléaire, bah, c'est une filière qui est très structurée, donc elle sait être réactive, et c'est pas forcément le cas de toutes les filières. Dans la manière également de mettre en place des nouvelles formations, des nouvelles compétences, il y a aussi le fait que bah, il faut arriver aussi à travailler plus en coopération. Donc on a parlé un petit peu du dialogue social, et c'est vrai que plus on arrive à travailler avec des partenaires, qu'ils soient patronaux, syndicaux ou autres, hein, ça peut être des territoires, des associations, plus en matière de transition on va être pertinent et plus on va aller vite. Et ça c'est quelque chose qui se voit beaucoup dans l'enseignement supérieur par exemple. Et on va aussi avoir des coopérations qui vont être nécessaires pour aller plus vite et plus fort. Donc typiquement dans la filière automobile, ils ont mis en place des centres de formation dédiés autour de l'électrification des véhicules, mais qui sont la plupart du temps des appuis autour des régions, des académies, et également des entreprises locales et des entreprises qui vont être pas uniquement que Renault et Peugeot, mais ça va être aussi des fournisseurs, des sous-traitants, des Noroto, des gens comme ça. Et donc là, on arrive à faire des centres de formation qui sont pour différentes parties prenantes, mais qui donc sont plus faciles à monter. Voilà, donc on espère avoir montré que c'était possible d'avancer. Et là, je vais vous présenter quelques leviers résumés pour faire bifurquer la formation. Et avant ça, on a identifié qu'il y avait une clé de voûte nécessaire à ces 7 leviers, un préalable. J'en ai déjà un petit peu parlé juste avant, c'était le fait que tant qu'on planifie pas cette transition écologique-là, qu'on n'a pas un cap clair, bah ça va être compliqué d'avancer quand même, hein. C'est sûr qu'on va être trop éparpillé, ça va être difficile de trouver la bonne direction. Donc on a besoin de cette transition planifiée et claire. Et là, nous on a identifié 7 leviers, je ne vais pas tous vous les présenter en détail, je vais vous présenter juste quelques actions dans certaines d'entre elles, parce que certaines ne vous concernent pas forcément, et de toute façon, si vous téléchargez le document, vous l'aurez, ou vous pouvez télécharger le rapport complet du Shift sur son site, le shiftproject.org. Et voilà, la première levier, c'est de mobiliser les décideurs face à cette urgence climatique et au risque de l'inaction. Ça paraît évident de le dire encore une fois, mais aujourd'hui, ces décideurs-là, que ce soit des dirigeants de grandes entreprises, des dirigeants de PME, de TPE ou des acheteurs de formation, c'est eux qui ont la main pour faire changer les choses. Si il faut former les ouvriers, oui, mais avant ça, il faut quand même que les décideurs soient eux-mêmes formés et compris les enjeux derrière, les enjeux vraiment très importants qu'il y a derrière. Et donc notamment comprendre que finalement nos modèles économiques actuels, la manière dont on gagne de l'argent, elle va être et elle est déjà en train d'être bousculée par le changement climatique, les problèmes d'approvisionnement en ressources et d'autres problématiques énergétiques. Et aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir d'ailleurs avec un dernier questionnaire à quel point, enfin si vous avez par exemple reçu des formations sur l'évolution des modèles d'affaires, parce que la plupart du temps c'est très rare. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez été concerné par ce genre de formation. Je peux te laisser lancer la formation? Le Bon, questionnaire, Laurent? oui, le sondage est lancé, il devrait s'afficher incessamment sous peu sur vos écrans. Tu as un début de réponse, Laurent? Oui, le non l'emporte avec 96%. Donc, Ouais, je m'en doutais, c'est majorité vraiment énorme, assez ouais. écrasante, Oui, mais ouais. c'est pas surprenant, hein. Vous êtes comme la majorité, vous inquiétez pas. Mais on pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Bah, je sais pas, je donne un exemple. Comment mettre en place l'économie de la fonctionnalité chez soi, plutôt qu'une économie linéaire d'extraction, de production et de production de déchets derrière.
Deuxième exemple de levier d'action, on a besoin de garantir le dialogue social, puisqu'on en a parlé plusieurs fois en matière de transition, c'est important d'avoir les enjeux sociaux qui soient alliés aux enjeux environnementaux. Et donc pour ça, il s'agit de pouvoir former les partenaires sociaux. Et donc si c'est pas fait, évidemment, la plupart du temps, ça n'avance pas. Troisième levier, évidemment, il faut transformer l'offre de formation, mais de manière massive. Il faut pouvoir y intégrer la transition écologique. Aujourd'hui, ce qui se fait souvent, c'est des formations dédiées aux enjeux de transition. Comprendre le climat, être formé à un geste très particulier en lien avec le climat. Sauf qu'en fait, l'enjeu numéro un, c'est pas forcément celui-là. C'est plutôt que dans chaque métier, on arrive à ne pas changer ce qu'on fait aujourd'hui de manière trop fondamentale, dans le sens où si on est comptable, on va continuer d'être comptable. On va pas être spécialiste de la transition. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces enjeux-là? Donc pour ça, on pense qu'il faut s'appuyer sur le langage du métier. Et ça, c'est un retour qui a beaucoup été euh, donné par les OPCO, justement, les accompagnateurs, les conseillers des OPCO, qui montrent que si on est trop théorique, si on parle trop de grands concepts, ça marche pas. Donc nous, on vous recommande d'utiliser le langage du métier, de parler d'efficacité énergétique aux chauffagistes, de parler de circuit court à l'acheteur, ce genre de choses. Donc il va falloir continuer à parler les langages du métier, les KPI classiques, juste les faire évoluer. Autre exemple de levier d'action, si on veut des formations, il faut pouvoir les acheter. Donc, mais pouvoir les acheter, il faut être conscient de quoi on a besoin et savoir comment faire. Donc là, encore une fois, on a besoin de former les acheteurs de formation pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils puissent bien cibler ces achats-là. Pour les autres, je n'irai pas dans le détail, mais voilà, on pense que les formations elles-mêmes peuvent favoriser le passage à l'action plutôt que d'être trop sensibilisées sur comprendre et sensibiliser. Et à un moment aussi, il faut qu'elles incitent à changer concrètement les choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ingénieries pédagogiques qui favorisent le passage à l'action. Il y a aussi une dimension territoriale importante puisque les régions ou certains territoires ont des prérogatives importantes en matière de formation. Et enfin, évidemment, plus on oriente financièrement, plus on incite à aller vers les emplois de la transition, à se former autour de la transition, plutôt que uniquement autour de l'IA, mieux c'est, évidemment. Donc là, il y a des incitations à lancer. Je détaille pas. Conclusion, voilà, je le rappelle, sans formation continue, on ne peut pas faire cette transition et on est tous concernés, tous les métiers vont être concernés de près ou de loin. Aujourd'hui, dans la formation continue, on a plein de choses qui se font, mais c'est pas encore à la hauteur des besoins si on prend l'image globale. Et il y a vraiment des risques à ne pas avancer. Il y a des risques de ne pas être résilient face aux chocs climatiques, aux chocs de matériaux pas disponibles, par exemple, qui peuvent arriver. Il y a aussi des risques économiques pour les organismes de formation, pour les entreprises qui font pas évoluer leur business model par rapport aux enjeux du siècle. Et en plus, il y a des bénéfices à l'action. Donc, il y a des bénéfices, il y a des nouvelles opportunités à prendre, évidemment, dans la décarbonation. C'est aussi l'occasion de donner du sens aux salariés. Et de toute façon, c'est un bénéfice évidemment pour notre société. Et d'ailleurs, on pense avoir montré par quelques expériences que c'était possible d'enclencher des transformations profondes et voilà, un certain nombre de leviers qu'on propose pour pouvoir y arriver. Et j'en ai fini pour ma présentation, donc je vous invite à vous saisir de tous ces enjeux-là, individuellement ou collectivement, pour pouvoir passer à l'action. Et je suis là pour répondre à vos questions également. Alors, je vais te relayer deux, trois questions que j'ai pris en note à la volée. Pensez bien à télécharger le support. Normalement, vous avez dû pouvoir retrouver le petit icône document avec la feuille et le trombone qui va vous permettre de télécharger le support et de retrouver tout ce que vous a partagé Damien aujourd'hui. Première question, l'éco-pédagogie. Est-ce que tu en as connaissance? Est-ce que c'est une solution face à... Alors, j'imagine que ça renvoie justement à ce que j'ai montré il y a peu de temps, qui étaient les ingénieries qui favorisent les ingénieries Ouais, pédagogiques ouais. qui favorisent le passage à l'action. Si c'est le cas, oui, bien sûr, et on est tout à fait favorable. On pense que c'est un levier vraiment important pour pouvoir justement engager les personnes vers l'action. Donc notamment, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir déjà des durées significatives, c'est-à-dire que la fresque du climat, c'est très bien pour comprendre la nécessité d'agir, mais derrière, ça ne suffit peut-être pas pour développer une compétence métier et pour pouvoir même aller vers l'action, même si à la fresque du climat, à la fin, il y a souvent quand même une discussion sur comment est-ce qu'on pourrait passer à l'action. C'est quand même pas du tout au cœur du format. Donc, il s'agit aussi peut-être d'agrandir un petit peu ces formats-là et d'avoir spécifiquement vraiment des moments dédiés au passage à l'action et notamment via les formats collectifs, puisqu'en fait,
c'est grâce en fait à de nombreuses expériences et des initiatives collectives qu'on a réalisé la puissance qu'on avait à agir en collectif plutôt qu'en individuel. Et si je donne un exemple dans l'enseignement supérieur auquel j'ai beaucoup contribué, c'est qu'on a des écoles d'ingénieurs qui ont réussi à collaborer avec d'autres écoles d'ingénieurs qui étaient vues comme des compétiteurs pour pouvoir développer des offres de formation beaucoup plus ambitieuses en termes de transition écologique, que ce soit auprès des étudiants, mais aussi auprès des entreprises quand ils ont de la formation continue. Et ça, ils n'auraient pas pu le faire de manière aussi pertinente et aussi rapide s'ils n'avaient pas réussi à coopérer. Et ils auraient été toujours avec les mêmes problèmes. Oui, on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas les personnes formées, on est trop peu nombreux, on n'a pas cette connaissance en interne. Par exemple, la biodiversité, on ne connaît pas parce que nous, on est sur l'informatique, par exemple. Donc là, si on ne coopère pas, c'est difficile, quoi. La transition, elle est trop systémique, trop complexe pour rester seule. Et voilà, je vais peut-être rester là pour avoir d'autres questions. Mais alors, sinon, les autres questions, elles portaient sur des exemples de compétences transverses, compétences métiers, mais spécifiques à un monde des entreprises de services. Alors, tu en as cité quelques-uns, notamment à travers les métiers de la comptabilité. Est-ce que tu aurais d'autres exemples en tête? Oui, non, ce que j'avais cité, c'était le gestionnaire de chaîne logistique, plutôt. Oui. C'était le fait de coopérer. Et par exemple, comment est-ce qu'on fait pour emmener une équipe, si on est un manager, comment est-ce qu'on fait pour emmener une équipe autour d'une transition qui va être très impactante pour l'équipe, qui va faire que les pratiques vont évoluer énormément, certains vont voir leur périmètre complètement changer, et là on se doute bien que ça va pas forcément être facile à digérer pour tout le monde, donc là il y a une compétence importante d'arriver à accompagner cette équipe autour finalement d'une redirection écologique du service, si on parle d'un service par exemple. Alors, je vais passer à la suite sur la partie financement. Et puis, il nous reste moins de 10 minutes. Ouais. Et puis, on reviendra aux questions après avoir vu la partie financement de formation. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez retrouver le support. Voilà, ça me semble OK. Et je vous le mets en plein écran. Voilà, tu vas pouvoir me confirmer que tout fonctionne bien. Ouais. J'ai un petit... Alors, on a repris ta pyramide pour évoquer l'offre de financement d'Atlas. On intervient tout d'abord sur la partie acculturation aux enjeux. Alors, autour de plusieurs offres dédiées, notamment la première d'entre elles, le Campus Atlas, qui vous permet d'obtenir ou d'accéder facilement à plusieurs fresques, la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique. Les entreprises affiliées à la branche bureau d'études vont pouvoir retrouver sur ce Campus Atlas et sur les fresques des financements très privilégiés, avec du 100% financé, et en plus une prise en charge déconnectée du système habituel de régulation des financements par le quota. On vous propose par ailleurs, et ça c'est commun à toutes les branches, tous nos adhérents, une plateforme de micro-learning vidéo qui s'appelle Climate School Atlas. Vous allez pouvoir créer un compte et accéder à des contenus vidéo gratuitement pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est vraiment à la fois une nouvelle pédagogie, parce la plateforme permet de consulter des vidéos courtes, en général des petites vidéos de 5 minutes et des activités pédagogiques associées pendant 5 minutes, sous forme de parcours. Je consulte une première vidéo quand j'ai un moment disponible, et puis une seconde quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard. Voilà. Et puis à l'issue de mon parcours, j'ai été sensibilisé sur tous les enjeux spécifiques à mon métier. Donc il y a en plus une diversité de parcours qui permet de retrouver des contenus qui fonctionnent avec l'activité d'entreprise et le métier exercé par la personne dans l'entreprise. Donc ça, saisissez-vous de cette offre Climate School, c'est vraiment intéressant pour travailler l'acculturation de vos enjeux spécifiques liés à la transition écologique. On retrouve une offre Atlas pour toute la partie compétences transverses. Alors, on vous a cité quelques exemples, notamment autour de la conduite du changement. C'est souvent un des gros sujets
mais vous allez pouvoir retrouver aussi des offres là, liées au management, à la gestion de projet, enfin les soft skills, tout ce qui est nécessaire pour bien accompagner la transition écologique dans vos entreprises. Et puis enfin, on vous propose toujours à travers le Campus Atlas de retrouver des métiers, des compétences métiers. Donc là, on va retrouver notamment pour tous les bureaux d'études construction des choses autour de la pose ou le dimensionnement d'installation de panneaux photovoltaïques. Vous allez retrouver pour les responsables RSE des choses autour de la mise en place d'une démarche RSE. Vous allez retrouver un parcours autour du numérique responsable pour toutes les entreprises numériques. Voilà, différents contenus, métiers qui vont vous permettre d'accompagner la transition écologique de votre entreprise. Toujours le même principe, branche bureau d'études, des financements privilégiés. Pour les autres branches, la possibilité d'utiliser les contenus sans financement privilégié, mais la possibilité quand même d'utiliser vos budgets habituels pour ces contenus-là. Un nouveau dispositif ouvert depuis peu est dédié notamment à l'accompagnement de votre transition écologique, à savoir le FSE. Ce dispositif-là vous permet d'accéder à des fonds étatiques, 50% de subventions sur les coûts pédagogiques des actions de formation qui peuvent permettre l'accompagnement de votre transition écologique. Là aussi, pour en savoir plus, prenez contact avec votre conseiller, votre conseillère. Vous pouvez facilement retrouver son identité en allant sur la page d'accueil de MyAtlas. Vous trouverez son nom, son prénom. Vous pourrez lui écrire facilement à travers cette page d'accueil. On s'est inscrit chez Atlas dans une quête de cofinancement dédié au sujet transition écologique. Je fais partie des personnes qui, chez Atlas, s'emploient à aller chercher des cofinancements. Moi, je travaille notamment sur la mise en place d'un futur dispositif qui vous permettra de recevoir des fonds sur toutes les formations liées au numérique responsable. Donc là aussi, si recevoir l'info au moment où le dispositif sera rendu accessible aux entreprises vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers le module questions. Je vous mettrai dans la boucle en temps voulu. Notre objectif serait de mettre à disposition, commencer à permettre la distribution du financement à partir de début juillet. Voilà, et puis un dernier outil, ma foi, fort intéressant, un autodiag de la transition écologique. Il s'agit pour nous de vous interroger à travers 30 questions sur vos pratiques, ce que vous faites déjà, ce que vous ne faites pas. Alors, sont des bonnes pratiques qu'on a pu observer chez des entreprises qui agissent, qui accompagnent leur transition écologique. Les 30 questions ont été triées en 3 grandes catégories. La partie stratégie gouvernance, la partie, alors ce qu'on a appelé processus généraux, c'est la production de votre service, et ça englobe les achats. Et puis la partie RH. Dans quelle mesure, par exemple, est-ce que vous avez pu déployer des actions de formation de métier pour accompagner votre transition écologique? Dans quelle mesure vous avez pu désigner des référents au sein de chacun des services sur ces questions liées à la transition écologique? Différentes questions. Une fois que vous avez déposé votre autodiag, vous accédez à un profil qui va vous permettre de vous situer par rapport à la moyenne de votre secteur, la référence dans votre secteur. Vous retrouverez par ailleurs, à travers votre profil, diverses ressources qui correspondent à vos réponses, à vos besoins. Donc des dispositifs de financement, alors les nôtres, mais aussi ceux de nos partenaires, l'ADEME, BPI, et puis par ailleurs, des témoignages d'entreprises qui étaient proches de votre niveau de maturité à vous et qui ont agi. Donc là aussi, différents articles, contenus qui vont vous permettre de comprendre les bonnes pratiques, celles qui fonctionnent dans votre secteur. Moi, je vous invite vraiment à utiliser cet outil, l'autodiagnostic,
pour faire le point, mais aussi en préalable, avant un échange avec votre conseiller. Si vous voulez faire le point avec votre conseiller sur les formations qui sont nécessaires pour accompagner votre transition écologique, l'idéal, avant de le rencontrer, c'est d'utiliser cet autodiagnostic. Vous avez à travers le support un bouton qui vous permet d'accéder directement à l'outil. Vous pourrez par ailleurs sur notre site internet et sur la page dédiée à notre offre de service transition écologique, vous allez pouvoir retrouver un lien qui vous permettra d'accéder directement à cet autodiagnostic. Vous retrouverez par ailleurs un certain nombre d'offres de services proposées par nos partenaires, les services qui s'affichent en général sur votre profil aussi. Voilà, le message clé, c'est peut-être pour utiliser tous ces services, tous ces financements dédiés à la transition écologique, c'est prenez contact avec votre conseiller, votre conseillère pour faire le point. C'est vraiment notre mission que de vous aider à réfléchir sur l'impact de la transition écologique sur les compétences, l'impact sur les métiers et de réfléchir aux solutions formation qui peuvent permettre d'accompagner ces métiers dans leur évolution. On saura par ailleurs aller chercher les financements appropriés. Et puis un dernier bloc une dernière offre de service, Atlas Finance, du conseil, des prestations de conseil, notamment du conseil en RSE. Donc si vous avez besoin d'inscrire votre démarche dans un cadre structuré, avec des travaux par exemple sur une raison d'être, des travaux sur une feuille de route, des plans d'action, vous allez pouvoir vous faire accompagner par un cabinet de conseil en RSE. Atlas participera au financement de la prestation et dans certains cas, notamment pour les entreprises affiliées à certaines branches ou sous certaines conditions d'effectifs, vous pourrez accéder à des niveaux de prise en charge qui pourront atteindre jusqu'à 100% du coût de la prestation. Donc voilà, on va je vais rebasculer sur l'outil pour vous voir à nouveau. On va pouvoir basculer sur des éventuelles questions, même si je vois qu'on a épuisé notre temps. Donc là, merci en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir essayé d'interagir avec nous à travers notre outil de questions. Je vois parmi les questions, il y a beaucoup de gens qui partagent des infos sur des contenus de formation existants, des organismes de formation qui permettent de se former. Je vois une question autour de notre autodiagnostic. Télécharger le support et cliquer sur le lien qu'on a mis sur le support à la page autodiagnostic, c'est peut-être le plus simple pour accéder à notre outil. Merci en tout cas à vous toutes, à vous tous de nous avoir écoutés. Il va être temps de clôturer notre webinaire. Le temps imparti est maintenant fini. Vous pourrez retrouver un replay du webinaire a posteriori. Pensez à consacrer 30 secondes pour répondre aux 2 questions qui vont s'afficher quand vous allez quitter le webinaire. C'est important pour nous de savoir si le webinaire a bien répondu à vos besoins. Et puis, par ailleurs, n'hésitez pas à nous suggérer des contenus qui vous intéresseraient, parce qu'on a besoin de ces données-là pour programmer nos futurs contenus, nos futurs webinaires, nos futures manifestations. Donc voilà. Merci encore à vous toutes et à vous toutes, et au plaisir de vous retrouver sur de prochains événements. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Alors, je mets fin à la session.